Charadis, une émission de Radio Zinzine réalisée en collaboration avec Ruth Stegassi. Une rencontre avec Pierre Magnon. Cet entretien fait partie d'une série d'émissions mensuelles qui portent sur l'évolution sociale et économique de notre région à travers le portrait des gens qui y sont nés ou qui y vivent depuis longtemps. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne parlent pas couramment le provençal, charadis est un terme francisé dérivé du mot charadis ou au féminin charadisso. Selon le lexique provençal et des mots d'ici, cela signifie conversation animée, longue causerie ou alors entretien de plusieurs personnes. Dans les Alpes d'Haute-Provence et bien au-delà, il n'est guère nécessaire de présenter Pierre Magnon. Il est l'auteur de 35 livres, surtout des romans policiers, avec pour cadre les paysages et la société rurale de la Haute-Provence. Né en septembre 1922 à Manosque, Pierre Magnon a quitté le collège à 12 ans pour devenir apprenti typographe. Ce ne sera qu'après 27 ans passé au sein d'une société frigorifique qu'il démarre sa carrière littéraire, publiant entre autres La Maison assassinée et Les Secrets de la Violette, pour lesquels il obtient des prix prestigieux. Plusieurs de ses romans ont été adaptés à l'écran. Après avoir habité de nombreuses années dans un pigeonnier à Reveste-Saint-Martin, un petit village en face de la montagne de Lure, Pierre Magnon vit aujourd'hui à Forcalquier. Comme il le dit lui-même, la sagesse lui a dicté de se rapprocher des lieux habités et de se séparer des surplus. Pierre Magnon, quand on vous dit qu'on s'intéresse à la façon dont le pays a évolué sur, mettons, 30, 40 ans, votre première réaction, c'est de dire qu'on ne peut même pas imaginer ce que c'était autrefois. Le changement a été si énorme que ça ? Oui, il a été énorme, mais il n'y a pas seulement 40 ans. La guerre n'a été qu'une parenthèse. La transformation est venue bien avant. Quand j'avais 10 ans environ, la civilisation hippomobile s'est transformée immédiatement. Dans l'affaire de 2 ans, les artisans qui travaillaient pour le cheval, pour la civilisation du cheval, ont littéralement disparu. Les premiers chômeurs qui ont été ici, dans la région, ce n'est pas des chômeurs des usines, ce sont les chômeurs qui étaient des artisans. C'est-à-dire les forgerons, les maréchaux ferrants, tout ce qui avait trait à la civilisation du cheval. Parce que le premier tracteur Massey Ferguson est arrivé dans les Basses-Alpes à peu près dans la plaine de Manosque. Parce qu'il y a une grosse différence entre le pays de Forcalquier, la plaine de Manosque et le côté montagnard des Basses-Alpes qui, eux, ont conservé cette civilisation beaucoup plus longtemps. Mais moi, je suis né à Manosque, donc je ne peux parler que de ce qui s'est passé chez nous. Et ce qui s'est passé chez nous, c'est que vers les années 1932, les premiers tracteurs sont arrivés à Manosque et immédiatement, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a abandonné le cheval pour le tracteur. Mais vous dites que ça a fait des chômeurs. Ils n'ont pas pu se reconvertir ? Mais non, parce qu'ils n'étaient pas armés. Il y a eu immédiatement, vers les années 1934-35, il y a eu des chantiers de reboisement qui utilisaient les chômeurs du pays à ce moment-là. Et c'était tout des gens qui avaient eu affaire avec la civilisation du cheval, pour la plupart. Et puis aussi dans les mines, parce que les mines ont commencé déjà avant la guerre de 1939 à ne plus devenir rentables. Vous voyez, d'abord, il y a eu déjà toute une installation d'usine hydroélectrique,
C'était pas aussi important qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même l'usine de Villeneuve, l'usine de Sainte-Tulle. Toute la Durance avait des usines qui avaient des canaux latéraux qui amenaient l'eau, c'était des usines hydroélectriques, donc c'était aussi un changement de civilisation. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'était une région rurale. Uniquement rurale, pratiquement il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait à ce moment-là que l'usine de Saint-Auban. L'usine de Saint-Auban a été créée en 1917, c'était une usine de guerre, hein. Il faisait du chlore, c'était pour les gaz asphyxiants, vous voyez un peu le genre de truc. Bon, et donc à partir de ce moment-là, il y a eu, tout ça est devenu caduc. Bon, quant à l'abandon de la civilisation hippomobile, c'est très simple. Jusque-là, les paysans étaient des gens qui avaient des territoires, des propriétés de moyenne importance. Ces propriétés, comme ils les travaillaient tous avec le cheval, à partir du moment où le tracteur est arrivé, on avait la possibilité d'utiliser tout le terrain. Alors qu'avant, il fallait en prendre la moitié pour la nourriture de la bête, ou des bêtes. Il y avait des gens qui avaient un cheval, un mulet, d'autres qui en avaient 2, 3, 4, ça dépendait de la grosseur de l'exploitation. Et on faisait le foin, toutes les années on faisait le foin, mes grands-parents avaient le grenier à foin au-dessus de la maison, et on montait d'ailleurs les balles de foin au grenier avec un palan, vous voyez, avec des poulies. Dès qu'ils ont eu la possibilité de ne plus nourrir les bêtes, et de pouvoir travailler les champs avec un tracteur, ça a été immédiat. Manosque, à l'époque, dans les années 20, les années 30, une partie de la population, en tout cas, c'était aussi rural, non? Il y avait des paysans à l'intérieur de la ville. Voilà. C'était uniquement des paysans de la ville, c'est-à-dire que pour les vendanges, pour les moissons, pour les semailles, la moitié, les 3/4, dirais-je, des commerçants de la Grande Rue, c'est-à-dire la rue la principale de Manosque, fermaient. On fermait, quand il y avait les vendanges, par exemple, toute la rue était fermée. Il n'y avait plus de commerce, il n'y en avait pas besoin. Et on vivait pratiquement en autarcie. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, c'était des cultures nourricières. Hein. Il y a eu des essais de faire des mines, justement, le bois d'Asson, Manosque, la mine de Gaude, mais ça a toujours été marginal. Par exemple, la mine de Gaude et la mine de Saint-Mème, et celle de Sigons aussi, ont servi pendant des années à amener la houille jusqu'à l'usine de Sainte-Tulle qui fabriquait de l'électricité avec. C'était uniquement pour alimenter les chaudières. À ce moment-là, une mine de charbon qui n'était pas comme le bassin de Saint-Étienne ou le bassin de Longwy, c'était à l'échelle humaine. Il y avait 100 mineurs, 120 mineurs, qui étaient d'ailleurs très, très facilement assimilés par la population rurale, qui eux-mêmes d'ailleurs devenaient des Manosquins. Moi, je connais des Manosquins qui étaient mineurs, qui avaient été chassés de Lorraine ou de Pologne ou d'Italie par la pauvreté, là, c'était pas pareil. Qui sont devenus les Manosquins. Il y avait tout, et l'assimilation s'est faite d'une manière tout à fait normale, sans à-coups, sans choc, sans rejet des uns par rapport aux autres. Et les commerces, qu'est-ce que c'était alors? Qu'est-ce qu'on avait besoin d'acheter ou de vendre? Les commerces, il y avait tout. Il y avait la sellerie, il y avait des quantités de choses qui vivaient aussi du cheval. Hein. C'était incroyable, ça. Je vous dis, ça a été immédiat. J'ai assisté à mon enfance à la fin d'une civilisation. Vous avez dit que vous avez mis le foin ou la paille au-dessus de votre maison, mais vous n'étiez pas le seul. Toute la population, il faut remonter très haut. Hein. La ville de Manosque
Et donc ces environs, c'est-à-dire sa plaine essentiellement, c'est la plaine la plus riche des Basses-Alpes. La seule, en somme. C'est une plaine qui va de Corbières jusqu'à Château-Arnoux, et de l'autre côté, de Gréoux jusqu'à Montfuron. Donc, comment dire, les Manosquins ont été affranchis par les seigneurs de Manosque, la moitié des seigneurs de Manosque, car il y en avait deux, ont été affranchis en l'an 822. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils ont commencé à pouvoir avoir des terres. C'est un certain Guigues, seigneur de Manosque, co-seigneur. Il avait un différend avec les co-seigneurs de Manosque, qui étaient les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire un ordre religieux. Et le seigneur Guigues, pour leur faire pièce, a affranchi les habitants de Manosque. Donc, depuis ce temps-là, la plaine de Manosque était morcelée en une quantité infinie de petits morceaux qui appartenaient vraiment aux gens qui travaillaient. C'est ça. Et ça a duré 1000 ans. Si on revient au premier Massey Ferguson, vous dites que ça a été la fin d'une civilisation, mais la civilisation qui est arrivée à la place, comment est-ce que vous l'avez vue? Ouais. Bon, alors, il y a eu un remembrement des propriétés. Bon. Une quantité de gens de la ville de Manosque ou des environs, Volx, Sainte-Tulle, etc., il y a eu une création d'emplois par le fait des installations industrielles, mais semi-industrielles, qui étaient les usines, parce qu'à ce moment-là, les usines électriques utilisaient beaucoup de monde. C'est pas comme aujourd'hui où c'est tout, il a besoin de 2 individus pour mettre l'énergie à la portée de tous. Tandis qu'à l'époque, il y avait toute une manutention, étant donné que c'était des usines qui étaient surtout avec le charbon, hein, c'était surtout l'élément essentiel qui produisait l'électricité, c'était le charbon. Bon. Il y avait aussi une petite partie qui était faite avec les barrages hydroélectriques, c'est ça, des usines hydroélectriques, mais celle-là aussi avait besoin d'un assez grand nombre de personnel. Et puis, il y a eu les mines qui, elles, fournissaient, qui étaient le principal fournisseur pour l'usine thermique. C'est ça, c'est une usine thermique. Et l'usine thermique avait besoin d'une très grande quantité de charbon. Il y avait la gare de Saint-Auban, par exemple, qui était le principal vecteur. Et là, il y avait un trafic assez considérable de wagons de marchandises. Et puis, à ce moment-là, on commençait les productions, comment dire, à grande échelle. Hein. Étant donné qu'il n'y avait plus besoin des animaux, les biens se sont remembrés, il y a eu des propriétaires qui ont agrandi leur territoire, et on a commencé à faire l'exportation des pommes de terre. Ça a été le premier truc. On était, avec la Bretagne, on était le principal fournisseur de la France. On avait tout un réseau. Il y a eu des expéditeurs, c'est-à-dire des gens qui sont venus à Manosque et qui ont fait un regroupement. Il y a eu des coopératives. Il y a eu des coopératives, hein, ça c'est très important. Les coopératives agricoles, de toute façon, tout tournait autour de l'agriculture. Tout a tourné autour de l'agriculture jusqu'après la guerre de 40. Comment dire, c'était en 1939, c'était la prospérité. Alors, il y avait des chômeurs, mais c'était marginal. C'était marginal parce que la population étant rurale en grande partie, c'était les ruraux qui dominaient dans la population, mais qui se sont convertis quand même. Parce qu'immédiatement, à partir de ce moment-là, immédiatement, il y a eu l'industrie automobile qui est venue suppléer. Donc, il y a eu des garages qui se sont formés. Il y avait même à Manosque, il y avait des garages, il y en avait 7 ou 8, qui utilisaient 12 à 15 employés, vous voyez. Donc, ça s'est transformé d'une façon... Il n'y a pas eu de remous. Je me suis demandé psychologiquement pour la population, les personnes qui ont vécu ce changement de civilisation, comme vous dites, de cheval vers autre chose, comment ils ont géré ça? Est-ce que ce n'était pas forcément facile? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la population, à ce moment-là, était relativement clairsemée. C'est-à-dire qu'une ville comme Manosque, par exemple, qui a aujourd'hui 25 000 habitants, et qui va continuer à croître exponentiellement, à cette époque-là, il y avait 3500 habitants.
3500 habitants pour une superficie énorme. Vous voyez ? Ah, il y a eu, mais ça c'est, comment dire, c'est presque folklorique, il y a eu l'industrie de l'olive. Bon, la plupart des Manosquins avaient leur champ d'olivier. Mais ils ne comptaient pas beaucoup là-dessus pour vivre. Hein. C'était les collines autour. Il y avait de la vigne aussi. Je n'ai pas constaté, mais évidemment j'avais 10 ans à cette époque. Hein. Mais mes grands-parents ont continué à être paysans. Ils n'ont pas eu de tracteur, rien du tout. Ils ont continué. Ça a continué quand même assez longtemps où il y a eu une résistance à la motorisation. Hein. Une dizaine d'années. La motorisation réelle de la région a eu lieu à partir de la fin de la guerre. Hein. Jusque-là, c'était très morcelé. Les gens qui vivaient encore à l'ancienne étaient la majorité. Vous parlez de résistance, mais il n'y avait pas aussi de l'admiration pour tout ça ? De l'admiration, personnellement, je n'en ai jamais ressenti, mais il n'y avait pas beaucoup de gens, non. L'admiration, non. Dans la majorité des cas, c'était des gens qui préféraient vivre comme avant plutôt que comme aujourd'hui, ou plutôt comme la civilisation a changé. Ça, c'est sûr. Ils sont tous morts maintenant, bien sûr, puisque moi j'ai 85 ans. C'était des gens qui regrettaient le temps d'autrefois. Il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que ce qui a changé aussi, c'est la religion. Au moment où je suis né, la population tout entière de Manosque, mon père était communiste, donc je peux en parler tout de suite. Bon, et la population entière de Manosque était une population qui était fidèle à la religion catholique. Ça, c'était la famille, enfin, c'était une civilisation de paysans, donc une civilisation de la peur, et ils étaient tous religieux, vraiment, c'est-à-dire que l'ensemble des choses faisait qu'ils avaient le sentiment que l'Église était une force et qu'il fallait l'obéir. Ça, c'était le fond du problème, hein. Il n'y avait pas peut-être 10 maisons dans Manosque où il n'y avait pas le crucifix à la tête du lit. Quels que soient, même les individus qui se saoulaient, par exemple, ceux qui avaient ce qu'on appelle une mauvaise vie, ils étaient tous, il ne faut jamais oublier ça, ils étaient tous catholiques, pratiquants. Et le changement, il est arrivé comment alors, ce changement-là ? Ah, ça, c'est après la guerre. C'est tout de suite après la guerre. Ben, il y a eu tous les phénomènes de transformation de la société. La résistance a eu une grande importance pendant la guerre. Mais malgré tout, ça s'est fait d'une façon très, très progressive. Ça n'a jamais été une révolution. Ça n'a jamais été une révolution. Ça a été une évolution extrêmement lente. Alors là, nous changeons d'époque. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grande période d'expatriation. C'est-à-dire que les fils de paysans n'étaient plus paysans, les fils d'ouvriers n'étaient plus ouvriers, tout le monde est parti, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien, et tout le monde est parti pour faire sa vie ailleurs. J'ai des quantités d'amis, moi, qui ont mon âge, ou qui sont morts depuis, et que j'ai connus, dont les enfants sont partis. Il y en a qui sont allés à Rio de Janeiro. Enfin, ils se sont expatriés à Paris. Ils sont partis. Mais pourtant, tout à l'heure, vous avez dit 1939, c'était l'opulence. C'était. Ah oui, effectivement. Enfin, l'opulence. L'opulence, il faut bien considérer que les gens de cette époque se contentaient de beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein, ça, il ne faut pas oublier ça, hein, surtout. Il y avait une expression qui était générale, c'était « on fait petit », c'est-à-dire on économise. Hein, on économisait, les pantalons étaient rapiécés, la moitié de la population de Manosque portait pantalons de velours et on les rapiéçait jusqu'à la mort. C'est-à-dire il y avait des gens qui avaient des pièces ici sur le pantalon, vous voyez. La plupart des femmes faisaient les chaussettes et les bas. C'est toute une civilisation primitive, en définitive. Les premières salles de bain chez les notaires, où on mettait d'ailleurs les pommes de terre en silo,
ont dû apparaître à Manosque vers les années 1935. Primitive, mais en même temps, il fallait savoir beaucoup de choses pour pouvoir faire ça. Je veux dire, même faire les chaussettes, mais il y a beaucoup de savoir-faire. Bien sûr, c'était les populations primitives dans leur splendeur, c'est-à-dire que tout le monde savait faire tout. Hein. Les hommes la cuisine, les femmes partaient au champ, etc. Il y avait tout un, c'était un tissu conjonctif. Par exemple, chaque maison dans Manosque avait sa basse-cour. Même le marchand de chaussures, qui était le plus gros propriétaire du lieu, il avait sa basse-cour au grenier. Vous voyez ? Eh oui, c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il ne faut jamais perdre de vue l'écurie pour la bête, éventuellement les chèvres, parce que presque tout le monde avait sa chèvre, ou une ou deux chèvres. D'ailleurs, il y avait un chevrier à Manosque qui passait tous les matins, jusque vers les années 1940. Il passait tous les matins, il rassemblait les bêtes, il les menait dans la colline manger, et le soir, il les ramenait, les bêtes regagnaient automatiquement leur écurie. Alors, je reprends ma question quand même. Vous avez dit, en 1939, on avait remembré les terres, on n'avait plus besoin de chevaux, et donc on avait récupéré des terres pour faire de la production. On s'était mis à produire beaucoup, à exporter les pommes de terre. On était riches. Et puis, vous nous dites, après-guerre, tout le monde est parti, il n'y avait plus rien à faire. C'est étonnant. Parce que tout avait évolué. D'abord, les pommes de terre, on en faisait partout. Ensuite, il y a eu la civilisation automobile. Ça a complètement modifié le terrain et modifié la civilisation. Complètement. Parce qu'à partir de là, les gens ont eu besoin d'argent. L'argent ne circulait pas. Il y a eu des gens à Manosque qui ont conservé le louis d'or jusqu'à 1939. Vous voyez ? Et par accord tacite, on échangeait les louis d'or pour de la monnaie qui, elle, était vulgaire. Bon, c'est la voiture, c'est l'automobile qui a amené vraiment le changement total. Et qui a fait que les gens avaient plus besoin d'argent qu'autrefois, et donc, ayant plus besoin d'argent, eh ben, il fallait qu'ils aillent gagner ailleurs. Parce qu'ici, il n'y avait pas d'industrie. Il n'y a jamais eu d'industrie. Jusqu'à la fondation de Cadarache, c'est-à-dire des premières installations de l'énergie nucléaire, il n'y avait rien ici. Les mines, ça a fermé pratiquement. Ça a fermé en 1950, mais elles étaient déjà exsangues. Hein. Elles travaillaient sous perfusion. Les mines, un peu comme l'usine Saint-Auban qui faisait du chlore, et après ils ont fait du PCV, ils ont fait n'importe quoi, et elle est toujours sous perfusion. Mais les voitures, ça doit aussi transformer quelque part l'image que les gens ils ont de leur rayon de vie. Quelque part, on peut imaginer d'aller plus loin. Avant, avec des chevaux. Tout le monde était à cheval, par conséquent, on ne dépasse pas le 15 à l'heure. À partir du moment où on a pu, avec des voitures diverses, marcher à 40 à l'heure, à 60 à l'heure, à 120 à l'heure, à 180 à l'heure, ça a changé complètement le système. Ça a changé l'esprit des êtres, mais ça, c'est pas particulier à Manosque ni aux Basses-Alpes. Hein. Ça, c'est une transformation générale qui est venue, et il est arrivé tout de suite la civilisation de la voiture. Vous avez eu quand votre première voiture ? Ma première voiture, oh là là, très tard. Je devais avoir 25 ans ou quelque chose comme ça. Dans votre livre, vous parlez de l'apprenti, l'importance de, par exemple, aller sortir au cinéma. Il y avait beaucoup de moments où on se retrouvait dans la ville avec les autres jeunes. Il n'y avait pas la télé, quoi. Non, il n'y avait pas la télé, il y avait le cinéma. Ça a commencé par une fois par semaine. Quand j'avais 10 ans, mon grand-père m'a mené au cinéma tous les dimanches après-midi. Hein. Et il y avait 3 catégories de population. Il y avait les premières, un peu comme un chemin de fer, vous voyez, les deuxièmes et le pourtour. Le pourtour, c'est-à-dire on était debout pour regarder l'écran et ça coûtait seulement 10 centimes ou 20 centimes. Alors que dès qu'on était assis, ça coûtait beaucoup plus cher. Et, ce qu'il ne faut jamais oublier, tout le monde fumait. Alors ça c'était universel, tout le monde fumait et crachait à terre. La civilisation de cette époque, elle était sale. Hein. C'est fou, c'était incroyable.
il y a seulement 30 ans. C'est formidable. On ne peut pas expliquer une civilisation si on n'a pas vécu parmi elle. Vous voyez, c'est ça, l'ethnologie, c'est ça, c'est que on essaye d'imaginer la civilisation grecque, la civilisation romaine, mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas, comme on n'a pas vécu dedans, on n'est pas au courant des astuces qui permettaient la vie. Parce que c'est ça, les premières astuces, c'est à la préhistoire, quand ils ont commencé à frotter deux silex l'un contre l'autre pour faire du feu, et il y en avait qui étaient plus doués que les autres. Le capitalisme est né de là, hein. Il est né du fait qu'il y avait des gens qui étaient plus doués que les autres pour faire certaines choses. Il n'y en a qu'un seul qui a imaginé, par exemple, le pneu. C'est l'ancêtre des Michelin qui un jour a imaginé de coller deux trucs l'un à l'autre et puis de le remplir d'air et de faire un roulement sur la route qui ne soit plus le système de la charrette. Qu'est-ce qui vous a gardé attaché à votre région? Parce que vous auriez pu partir. Vous avez eu votre première voiture à 25 ans. Je suis parti, attention, je suis parti par force. C'est ce que je raconte dans le dernier bouquin, là, Un monstre sacré. Bon, jusqu'à Un monstre sacré, j'étais à Manosque. Bon. Mais après ça, il a bien fallu que j'aille gagner ma vie ailleurs. Donc je suis rentré dans une société qui s'appelle la Société française de transport et entrepôt frigorifique. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mon grand-père était paysan, mon père était déjà plus paysan. Mon père était électricien. Il travaillait à la compagnie ELEM qui après est devenue l'EDF. D'ailleurs, il est devenu employé de l'EDF à la fin de sa vie. Il a pris sa retraite, c'était déjà l'EDF. Bon. Donc lui, il a déjà quitté la civilisation paysanne et moi, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Je suis rentré en 1951 dans une société, c'est ça, la Société française de transport entrepôt frigorifique, où j'ai passé 27 ans de ma vie. J'étais d'abord manutentionnaire, puis j'ai été employé de bureau, puis j'ai été agent de bureau, et puis j'ai été cadre. Vous voyez, j'ai fait tout mon parcours comme ça. Et c'est après que je suis devenu écrivain. Mais à un moment donné, je ne sais pas quand, vous êtes né donc à Manosque, qui était certes moins grande que maintenant, mais qui est quand même une ville. Et après, plus tard, vous êtes arrivé à vivre dans un vraiment tout petit village, si je ne me trompe pas, à Revest, Saint-Martin, dans un pigeonnier. Comment vous voyez les différences entre cette vie de campagne et la ville? Ça, c'est génétique, vous comprenez. J'avais un grand-oncle qui a fait le Tonkin, le Dahomey, toutes les guerres coloniales de la Troisième République. Et quand il me parlait de tout ça, comme mon grand-père d'ailleurs qui se foutait de lui, on n'avait aucune envie de partager cette sorte d'ambition, hein, absolument aucune. Et moi, je n'ai jamais eu l'ambition d'aller ailleurs. Je dis toujours, je suis atteint d'incuriosité pour le reste du monde. Alors, c'est pas difficile, hein, bon, parce que si je connaissais d'autres civilisations, c'est une vie entière qu'il me faudrait, non pas pour m'y adapter, ce qui n'est rien, mais pour m'intégrer en elles, c'est-à-dire comprendre les êtres qui en vivent, qui y vivent. C'est une vie entière qu'il me faudrait. Les gens qui partent en excursion ou en exploration pour des contrées lointaines, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent l'extérieur de la vie. Mais comme ils ne peuvent pas rentrer dans la peau des gens qui y vivent, avec leurs difficultés, avec les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils détestent, etc., c'est pas possible. On ne peut connaître qu'autour de soi. Et moi, je me suis justement confiné aux Basses-Alpes parce que je ne connais que ça. Mais je n'ai pas envie de connaître autre chose. Mais vous connaissez que ça, mais justement, ça n'arrête pas de changer. Ah, ce changement-là est, apparent. Il y a, évidemment, nous allons avoir le fameux projet ITER.
qui va complètement transformer l'existence de milliers de gens qui ne sont pas d'ici. Parce que là, il se produit le phénomène inverse. C'est qu'au lieu de nous expatrier, les gens vont s'expatrier vers nous. Mais en fait, je l'ai bien vu en ce qui concerne simplement les installations de Cadarache. C'est-à-dire, il y a énormément de gens qui sont venus s'installer. Quand on regarde le côté de la Durance de Corbière à Château-Arnoux depuis l'autoroute, qui passe de l'autre côté de la Durance, eh bien, on s'aperçoit que ça n'est plus 14 villages, c'est un ensemble qui se suit. On le voit la nuit. Les lumières, les boulevards éclairés, ils vont de Corbière à Château-Arnoux, c'est-à-dire sur 60 km. Hein, c'est presque aussi grand que Québec. C'est incroyable. Et ça va devenir, avec ITER, ça va devenir 10 fois, 20 fois plus. Mais, je pense, mais ça, c'est du domaine, vous savez, comme disait Rostand, je m'arrête parce que je comprends que ce que je crois ressemble maintenant beaucoup trop à ce que j'espère. Ça, c'est la vérité. Mais je pense que nous avons un pouvoir d'intégration qui permet aux gens qui viendront de se rendre compte de la qualité de la vie qu'il y a ici. Ça, c'est sûr. Et vous pouvez la définir, cette qualité de vie ? C'est indéfinissable. Le Monde a essayé de le définir, Le Monde, le journal. Un jour, ils ont fait une comparaison entre le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, entre chaque département de France, tous les départements. Et en ce qui concerne le PIB, nous sommes les avant-derniers, devant la Lozère, mais en ce qui concerne la qualité de la vie, c'est inverse. Nous sommes en 4e position. Vous avez dit que quand vous êtes né, dans les décennies ou après, c'était encore une société rurale, quoi. Enfin, tout le monde comprenait un peu, enfin, savait les mêmes choses. Ils pouvaient discuter peut-être sur les questions de la campagne, des questions rurales. Maintenant, avec Cadarache, ITER, évidemment, de plus en plus, la proportion rurale est de plus en plus petite et ça fait un changement quand même. Ça, c'est évident, mais ça, c'est conforme à l'évolution générale. Hein, comme l'évolution de la France, c'est que le monde rural disparaît de plus en plus. Mais, bizarrement, il disparaît, mais le monde citadin n'arrive pas à le remplacer. C'est-à-dire que ce qui remplace les terres arables, c'est la forêt. C'est incroyable. Mais vous savez, dans les Alpes de Haute-Provence, nous avons des territoires, on peut aller d'ici à Grenoble sans rencontrer âmes qui vivent, hein, en passant par les collines et les montagnes. C'est fou, hein, la vallée du Jabron, etc. On ne peut pas imaginer les véritables transformations, on ne peut pas les prévoir. C'est imprévisible. On les constate au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais les prévoir est impossible. C'est curieux quand on y pense, parce que la population était beaucoup moins importante autrefois, et pourtant on rencontrait du monde partout. Et aujourd'hui, il y a du désert partout. C'est le désert partout, sauf dans les endroits où les gens se rassemblent, sont en conglomérat. Les villes, regardez Manosque par exemple, j'ose plus aller à Manosque parce que j'ose plus traverser le boulevard. Manosque est une ville qui s'asphyxie. Ils ont conservé l'ancienne figuration par le boulevard, qui existait au XIIe siècle. Hein. C'est plus possible. Alors bon, ça s'étend d'une manière anarchique autour de la ville. Bon, mais la ville, l'intérieur de la ville, s'asphyxie littéralement. Parce qu'il y a un boulevard, un seul boulevard, un peu comme le périphérique de Paris, un plus petit, où les voitures n'arrêtent pas. Il n'y a pas d'arrêt de la circulation, sauf entre 2h du matin et 5h. Vous voyez ? Donc, les produits corrosifs s'accumulent là au milieu. Hein. D'autant plus que c'est un golfe. La ville de Manosque est un golfe. Alors, tout ça, ça s'accumule. Résultat, tous ceux qui peuvent, et maintenant c'est la majorité, l'immense majorité, s'en vont de l'intérieur de la ville.
Il n'y a plus que les nouvelles populations, c'est-à-dire les immigrés, par exemple, qui, eux, ont occupé le terrain qu'ils pouvaient, c'est-à-dire là où c'était le moins cher et le plus possible. Mais il n'y a plus que les vrais Manosquins, c'est-à-dire les gens, ont tous des maisons, soit collectives, soit individuelles, autour de Manosque. Ça a complètement modifié le système aussi. Comme vieux Manosquins qui avons connu la civilisation manosquine, il doit en rester, je ne veux pas exagérer, mais une 50aine. Les autres prétendent être de Manosque, mais ils sont un Manosque qui est partout, qui est général. Aujourd'hui, où qu'on aille, en Corrèze, en Lozère, dans l'Écosse, on rencontre à l'entrée des villes des éléments externes qui n'existaient pas, qui sont des centres commerciaux, des centres industriels, etc. On rentre dans une civilisation qui est uniforme. Il y a des enseignes partout, que ce soit à Manosque, que ce soit à Volx, n'importe où, c'est comme ça. À quoi est-ce que vous accrochez votre regard pour trouver des choses que vous avez connues? Le plus possible à des choses qui sont vieilles. Mais lesquelles? D'abord le paysage. Le paysage est inamovible, il n'y a pas de... Vous savez, les fourmilières, c'est énorme, une fourmilière, mais par rapport à la Terre entière, c'est minuscule. Eh bien, la fourmilière humaine, c'est pareil. La Terre est petite, mais pour l'instant, avant que l'homme soit partout, il y en a encore pour un moment. Hein. À quoi est-ce que vous accrochez le regard? Vous dites le paysage, vous trouvez qu'il ne change pas, le paysage? Pas tellement, parce que, par exemple, quand vous partez sur la route de Fontienne, là, vous ne constatez pas un changement particulier. Hein. Quand vous partez vers la Roche-Giron, quand vous allez Banon, il y a quelques maisons, quelques conglomérats, mais très peu. Non, les Basses-Alpes sont encore une région où il y a des déserts. Mais si je ne me trompe pas, il y a quand même un regain de la forêt très majeur. Je veux dire, quand on voit les photos au début du siècle, c'est extraordinaire. C'était nu. Vous savez, là, on a gagné, parce qu'à l'époque, c'était la civilisation du caprin. Et il n'y a rien qui ravage plus la terre que le caprin. Hein. Ça, il bouffe les petites pousses qui sortent, donc il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas... D'ailleurs, et comme vous dites, quand on regarde les photos du commencement du siècle, on s'aperçoit que c'était complètement nu. Or, aujourd'hui, c'est tout occupé par les forêts. Ça, c'est remarquable. Les endroits où l'homme ne peut pas vivre, la forêt peut. Mais les hommes, c'est pareil. Vous savez, moi, j'ai vu au Revin-Saint-Martin, c'était petit le Revin-Saint-Martin, il y a 80 habitants. Mais il y a beaucoup de gens qui venaient et qui disaient « Oh là là, c'est formidable, le Revin-Saint-Martin, c'est vrai, on voit à 80 km autour, c'est magnifique. » Bon, et ils essayaient d'y vivre. Des gens qui étaient riches déjà, hein, bon, qui achetaient des propriétés, qui les transformaient, qui mettaient les salles de bain à un endroit où il n'y a pas d'eau, bon, ça c'est une autre personne. Mais ils arrivaient ici, et au bout de 5 ans, ils s'emmerdaient comme les rats morts, et ils repartaient. Parce que c'est bien joli d'aimer la solitude, mais encore faut-il que la solitude vous aime, et ça, c'est pas évident. Il y a des tas de gens qui croient que oh, c'est formidable, on va... Ben non, quand ça, à la longue, 2 ans, 3 ans, et puis... Non, la vérité, c'est que ici, le pays permet encore à ceux qui veulent de goûter la solitude. C'est-à-dire de se mettre en retrait, de prendre le point de vue de Sirius, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui se produit autour de nous, ce sont des phénomènes sporadiques, même s'ils durent 100 ans. Il faut garder la tête froide vis-à-vis de tout ce qui se produit. Parce qu'on dit ITER, alors là, ITER, c'est la plus belle escroquerie qui puisse exister. Parce que ceux qui sont en train de le fomenter, toute nation réunie, puisque maintenant il y aura des Chinois, il y aura etc. Bon, pour faire une température de 150 millions de degrés. On ne peut pas imaginer ce que c'est 150 millions de degrés, étant donné que le Soleil lui-même n'a besoin que de 12 millions de degrés pour faire tout ce qu'il fait. 150 millions de degrés, bon. Alors, ils ont imaginé ça. Mais c'est pour dans 100 ans. Alors,
ceux qui sont responsables aujourd'hui de ça, ils seront morts depuis longtemps. Par conséquent, tout le monde s'en fout. Hein. C'est pas un truc qui va se produire l'année prochaine ou dans 5 ans ou dans 10 ans ou même 40. C'est pour dans 100 ans. Vous vous rendez compte, 100 ans. Qui peut prévoir? Quel est l'homme qui peut prévoir ce qui se passera dans 100 ans? C'est pas possible. Dans ses livres, Pierre Magnan accorde une grande importance aux descriptions des paysages et des situations. C'est une sorte de portrait de la Haute-Provence. Si j'avais pu peindre, si j'avais su peindre, je n'aurais jamais écrit. Ce qui m'intéressait, c'est la position des personnages et des éléments terrestres. Ce qui m'intéressait, c'était ça, mais sans explication. Un peintre, il fait une toile, il n'a pas besoin d'expliquer. Tu arrives devant, que ce soit figuratif ou non, tu le reçois en pleine gueule. Tandis qu'un bouquin, c'est pas pareil. Il faut expliquer tout le long. Ça doit avoir un commencement, un milieu, une fin, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Mais mon idéal, moi, c'est de dire le pays dans toute son horreur, car j'ai été élevé là-dedans. Ma mère, l'été, par des températures pareilles, nous traînait dans les collines avec ma sœur. C'était épouvantable. Sous les pins. Alors les pins, c'est ce qu'il y a de pire parce que ça rend la chaleur. Hein. C'est pas anodin le pin. Le chêne, tout ça, bon, ça crée un peu d'animation. Mais le pin, c'est terrible. Et j'ai eu soif pendant toute mon enfance parce que ma mère nous traînait à des endroits qui étaient secs. Et que ce soit l'été ou l'hiver, hein. C'était à 4 ans, à 5 ans, et donc j'ai été imprégné premièrement par la terre. Secondement, j'ai été influencé, il va sans dire, par Giono, qui lui n'a jamais décrit que des pays de cette sorte. Hein. J'ai eu le malheur, dans ma vie, à la fois le malheur et le bonheur, de n'avoir à ma disposition que les éléments que Giono avait eus à la sienne. Ça a été mon drame éternel, parce qu'il est évident que ce soit ces personnages, que ce soit ces paysages, que ce soit ces situations, je suis né au milieu et je n'ai jamais eu d'autre à ma disposition. Et c'est exactement, évidemment, calqué sur ce que Giono décrit dans tous ses livres. C'est pour ça que je dis que si j'avais su peindre, je n'aurais jamais été écrivain. C'est que, pour moi, c'est quelque chose de fini, de définitif. Ailleurs, il n'y a pas pour moi la nourriture. Voilà. Il y a la nourriture qu'ici. J'ai écrit 3 bouquins en Bretagne, mais avec mon bagage d'ici. C'est-à-dire que la Bretagne n'est jamais effleurée. Il n'y a jamais un paysan breton, ni un paysage breton, ni rien du tout. Tout ça parce que la Bretagne, que j'adore d'ailleurs, mais je ne la connais pas. Je ne la connaîtrai jamais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né à l'intérieur. Comment dire? Le seul privilège dont on peut exciper, c'est-à-dire dont on peut être fier, c'est d'être né à un endroit et s'en souvenir et ne jamais l'avoir quitté. C'est un privilège exorbitant. Je crois que c'est votre dernier livre, non? L'or au bout du monde. Oui. Voilà. Alors là, c'est après pas mal de beaucoup de livres qui sont très connus, enfin plutôt policiers comme on dit, ou polar, etc. Là, c'est une histoire, on pourrait dire assez simple, mais très belle histoire. Et c'est une histoire vraie, mais on sent que là, c'est une personne qui doit lutter déjà pour vivre et survivre et s'affirmer dans ce village. Dans un pays où la géographie, justement, est terrible. Le haut de la Drôme, ils sont pauvres. C'est une pauvreté qui dure encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore moins de richesses que dans les Basses-Alpes. Je vois des endroits où les gens sont encore irréductibles. C'est-à-dire que, comme ils connaissent maintenant, par la télévision, par tous les moyens de communication,
Ils connaissent les inconvénients. Vous avez la télévision chez vous, même si vous êtes le dernier des gougnafiers au fond d'une vallée, vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez tous les trucs de communication instantanés. Ils choisissent ça pour eux en faisant tout le nécessaire et même des sacrifices pour que leurs enfants ne soient pas dans la même situation. C'est là où ils commettent l'erreur la plus énorme. C'est de sortir leur descendance de ce contexte. Mais ça, il ne faut pas leur dire parce qu'ils ne le croiraient pas. Je reçois des quantités de lettres, des quantités d'emails de gens qui me disent qu'ils voudraient retourner à l'endroit où ils sont nés, qu'ils voudraient revenir dans le truc, et qui ne peuvent plus parce que l'endroit où ils sont nés, par la volonté de leurs parents et de leurs grands-parents, n'existe plus. Nous savons tous que le choix de ce monde-là ne peut être fait aujourd'hui que si on a eu la connaissance de notre monde. On peut y revenir, encore est-ce très très difficile. Nous voyons bien les gens qui parmi nous, ceux qui sont dans notre mouvance, je pense aux cultivateurs bio qui viennent d'ailleurs, pas de ceux qui sont du terrain. C'est parce qu'ils ont connu une vie ailleurs que cette vie ne leur a pas convenu, c'est bien ça. Et ils sont revenus automatiquement à l'ancienne par choix. Mais ce choix était déterminé parce qu'ils avaient connu autre chose. C'est l'expérience désastreuse, les expériences désastreuses qu'ils ont connues ailleurs qui les a amenés à ce retour, qui autrefois n'existait pas. On n'allait pas ailleurs. Parfois, je me pose des questions par rapport à notre zone ici, parce que, par exemple, il y avait quelque chose de très important qui était l'arrivée dans les années 70, les années 80 de ce qu'on appelle les néo-ruraux. C'est toute une nouvelle population. En plus, ce sont des agriculteurs biologiques la plupart du temps. Et ça, moi, je crois à l'agriculture biologique. Oui. Parce qu'on est en train de crever, littéralement. Moi, vous savez, quand je mange, j'ai l'impression d'être Philippe le Hardy à la bataille de Bouvines, c'est-à-dire père prendre garde à gauche, père prendre garde à droite. Je me demande, quand je suis en train de bouffer, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de bouffer comme saloperie là? Mais j'en suis à ne plus donner de nourriture normale à ma chatte, parce que je me dis, je vais la tuer. Parce que, évidemment, si les humains, on est capable de nous faire bouffer des trucs comme ça, les chats, vous pensez, on s'en fout, et les animaux aussi, hein, bon. Donc, c'est vrai, l'histoire de l'agriculture biologique est très importante. D'abord, parce que ça crée des générations de gens qui élèvent leurs enfants d'une autre manière. Hein. Je pense que c'est le seul espoir de l'humanité. Le seul espoir de l'humanité, c'est ça. Et le second, c'est ne pas faire plus d'enfants que ce dont on a besoin. Quand on regarde c'est justement cette population, je pense à... Bon, il y a ceux qui activent... Oui, mais il y a beaucoup qui arrivent à la retraite. Là, après, le relève, c'est moins d'être évident. Beaucoup d'enfants ne veulent pas forcément continuer. Comment vous imaginez plutôt cet aspect de la côté rural, etc., agricole, d'ici les 5-10 ans à venir ou au-delà? Je pense que de toute façon, on aura toujours besoin de paysans. Hein. Il faut manger des tomates, des pommes de terre, des carottes, c'est sûr. Hein. Ils viennent de très loin. Oui, quelquefois, mais c'est pas évident non plus. Vous savez, rien n'est évident. Regardez, par exemple, pendant des années, la lavande. Nos agriculteurs, on dit la lavande c'est pas rentable, la lavande on ne gagne pas notre vie, etc. Bon, tout d'un coup, l'an dernier, il y a une épizootie en Chine. Il n'y a plus de lavande en Chine tout d'un coup. Ça va durer 5 ans ou 6 ans, parce qu'il faut 5 ou 6 ans. Bon, aujourd'hui, je ne vois plus aucun producteur de lavande se plaindre cette année. Ils la vendent, leur lavande. Cette année, ils la vendent. Il y a des fois où les pommes, ils les portent à la préfecture pour faire comprendre qu'ils crèvent de faim. Bon. Et puis tout d'un coup, ailleurs, il se produit une épizootie qui fait qu'il y a la pomme est bien chez eux et qu'ailleurs, elle ne l'est pas. Il y a un élément d'équilibre qui joue dans le monde. C'est sûr. On ne peut pas prévoir. Je pense souvent, et je l'ai dit à des Allemands, je leur ai dit, on ne vous remerciera jamais assez d'avoir abandonné le Deutschmark. Et l'Europe n'a qu'un avantage,
c'est d'avoir rendu pratiquement impossible une guerre franco-allemande. Parce que n'oubliez pas qu'on a vécu sous ce régime pendant 150 ans, qu'il y a eu des millions de morts de chaque côté. Et aujourd'hui, eh bien, par une sorte de miracle, on est copains. Alors ça, il faut bien le dire, hein. Parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas connu cette situation où la vie en France existait sous cette menace perpétuelle de guerre avec l'Allemagne. Moi, quand j'avais 17-18 ans, je n'imaginais pas que jamais je ne me marierais, j'aurais une famille ou que je me ferais une situation. Je pensais que je serais mort à 20 ans. Il est évident que dès que je suis allé au cinéma, et Dieu sait si je suis allé très tôt, nous avons eu, à partir de Hitler, c'est-à-dire là j'avais donc, c'était 1933-1934, hein, il y a eu le putsch de Munich, mais ça c'était en 24, mais quand il est arrivé au pouvoir, c'était 33-34, et on nous a montré tout de suite aux actualités le congrès de Nuremberg. Et le congrès de Nuremberg me paraissait inéluctablement conduire vers la guerre et il n'y avait pas de solution autre, quoi. Pour moi même, j'en parle très facilement. Même les tentatives comme celle de Giono, les tentatives pacifistes, même les journaux, Dieu sait si à ce moment-là, il y avait des journaux qui étaient contre la guerre, hein. Nous avions La Patrie humaine, nous avions le Combat syndicaliste, tous ces journaux existaient depuis 1930, mais ils ne faisaient pas le poids. Quand on a su que la guerre était finie, il y a eu la stupeur, la tristesse patriotique. Mais tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que leurs frères, leurs maris, leurs fiancés, ils ne mourraient plus. Et comme nous, on avait devant nous la guerre 14-18, parce qu'on avait comme les états-majors, on était en retard d'une guerre. On pensait la Somme, Verdun, les Éparges, etc., etc. Et on se disait, on va se casser la gueule pendant 5 ans les uns les autres. Donc, ce que je dis, hein, qu'on n'avait rien à offrir à une femme, éventuellement. On savait, il y avait la certitude qu'on ne dépasserait pas 25 ans. Moi, j'ai jamais eu l'impression que j'allais dépasser 25 ans, quand j'en avais 15. Hein, parce que je raisonnais en matière de 14-18, avec des moyens techniques qui, déjà à l'époque, étaient bien supérieurs à ceux de 14-18. Donc, il n'y avait pas d'issue. Pour nous, il n'y avait absolument aucune issue. Et alors, quand il y a eu cette espèce d'extraordinaire chose, que l'armée française, au lieu de résister 2 ans, comme tout le monde le pensait, elle a résisté 10 jours, ça a été, la stupeur totale, bien sûr, mais tout de suite après, il y a eu cette idée qui s'est formée dans le peuple que les gens ne mourraient plus. Il n'y a qu'à regarder les monuments aux morts de chacun. Il y a 4 ou 5 noms en 40-45 et il y en a 118 à la guerre de 14-18. Et chez les Allemands, c'est pareil. Chez les Allemands, c'est encore plus parce qu'eux, la deuxième, ils l'ont prise en pleine gueule. Ça, c'est certain, en Russie et partout. Mais le fait que ces deux peuples aient fini par comprendre qu'il fallait qu'ils vivent ensemble, moi je trouve ça formidable. C'est la seule avancée du siècle. C'est vraiment, c'est ce que je pense. Mais c'est très loin de ce que vous me demandez. C'était Charadis, une rencontre avec Pierre Magnan, une émission de Radio Zinzine.